ce qui nous intéresse, puisque beaucoup de choses ont été dites depuis 24 heures, 48 heures, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'être raccord avec la position de vos militants et de vos sympathisants qui souhaitent, me semble-t-il, un accord avec le Rassemblement national, un accord, pourquoi pas, une alliance en tout cas, et pour des raisons ou programmatiques ou parfois morales, les Républicains ne le souhaitent pas. Moi, je suis certain de représenter la voix des électeurs qui, il y a quelques jours, ils étaient un peu moins de 2 millions, ont choisi de mettre un bulletin dans une urne avec mon nom. Ils ont choisi de faire confiance à une famille politique qui leur dit que pour s'opposer à Emmanuel Macron, il y a un chemin qui est celui d'une droite de gouvernement sérieuse, solide, qui veut se reconstruire pour faire entendre leur voix. Et moi, je refuse, depuis 7 ans, ça fait 7 ans, Pascal Praud, que je refuse le récit que veut imposer Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui, depuis 7 ans, voudrait nous faire croire qu'il n'y a que lui ou le RN. Et c'est pas maintenant, au moment où on voit qu'Emmanuel Macron va sortir de l'histoire, c'est pas maintenant que je vais abdiquer le travail que j'essaye de faire pour votre formation, puisqu'il n'y a pas d'accord à droite, il n'y a pas d'accord à gauche, il n'y a pas d'alliance avec le bloc central, la Macronie, il n'y a pas d'alliance non plus avec le RN. Donc comme vous êtes tout seul, on se dit à quoi ça sert. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est contraint de se dissoudre, voilà, qu'on abandonne tous nos combats, nos convictions, nos idées, la ligne qu'on a défendue. C'est le programme commun de la droite possible, comme il y a eu un jour le programme commun de la gauche. D'abord, j'aimerais bien savoir, parce que vous savez, Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle dit, moi j'écoute ce qu'elle dit, ça m'intéresse, je respecte tous les candidats, tous les chefs de parti, j'écoute ce qu'ils ont à dire de ce qu'ils pensent eux-mêmes. Ça fait des années que j'entends Madame Le Pen dire, comme Monsieur Macron, qu'elle n'est pas de droite, qu'elle n'est pas de gauche, qu'elle veut, c'est ce que disait Emmanuel Macron, être en même temps de droite et de gauche. Marine Le Pen, elle dit ni de droite ni de gauche. Et ça fait des années que je l'entends dire qu'elle veut tuer la droite. Moi, je veux la reconstruire. Ça fait quand même une petite différence. Et il y a dans ce pays, oui, c'est vrai, il y a des électeurs de droite. Alors, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que la droite ne les représente plus. Je les comprends très bien. Qu'il n'y a plus que 8% dans votre analyse d'électeurs de droite. Non, je comprends très bien les électeurs de droite qui ont été déçus, qui se sont sentis trahis depuis des années, qui ont l'impression que la droite ne les représente plus et qui ont été chercher ailleurs des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Je les comprends. Mon devoir, c'est de les convaincre. C'est de reconstruire la famille politique qui les représentera demain. Et cette famille politique, pardon de le dire, parce qu'il faut prendre un tout petit peu de recul, il y a la France, bien sûr, mais on est au lendemain d'une élection européenne. Cette famille politique de la droite de gouvernement, c'est celle qui vient de gagner les élections européennes partout en Europe. Mais qui peut perdre en France. Mais qui peut perdre en France, qui est aujourd'hui en très grande difficulté en France. Il est 11h10, on va marquer une première pause. Condamnée à disparaître. Et les auditeurs vont pouvoir évidemment vous interroger. On a aussi le sentiment, et ça sera plus à l'observateur aussi que vous êtes, forcément, acteur et observateur, de voir qu'il y a polarisation, bipolarisation possible, avec un Front populaire très haut, avec un RN très haut également. Et alors, quid de Renaissance, quid des Républicains? C'est la question qu'on va poser. À tout de suite. Et pour poser vos questions, notre invité François-Xavier Bellamy, vous composez ce numéro de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1. Mathias, dans 2 secondes. Avant cela, écoutons Éric Ciotti ce matin vers 10h15 lorsqu'il est arrivé à son siège. Mais il n'y a pas de force, je vais à mon bureau. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. Bon, il a pu rentrer manifestement, je ne sais pas si vous avez des informations, François-Xavier Bellamy, il a pu rentrer normalement dans son bureau. Oui, on va quand même pas rentrer dans un conflit. Voilà. D'accord. Moi, je regrette profondément ce qu'Éric Ciotti a fait, parce que je veux vous dire, la décision qu'il a prise, il l'a prise tout seul, sans en parler à personne. Sans en parler à personne. Et même, d'ailleurs, en nous disant le contraire des intentions qu'il avait. Donc, quand il parle de violation des statuts, ça me fait quand même sourire, parce que la vérité, c'est que quand vous êtes président d'un parti, c'est pour exprimer la voix collective. Et quand vous voulez prendre des décisions aussi importantes, vous commencez par consulter les gens. Il y a pas une organisation dans laquelle un chef fait quelque chose comme ça sans en avoir d'abord parlé à ceux qui sont supposés être ses principaux soutiens. Je vais vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure à Gérald Darmanin, à laquelle il a répondu d'ailleurs en disant très clairement, moi je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre. Gérard Larcher a été interrogé également hier soir sur avec cette question. Si dans une circonscription, c'est un cas évidemment théorique,
au deuxième tour, le 7 juillet, il y a un candidat de la France Insoumise, en l'occurrence un candidat du Front Populaire, face à un candidat du Rassemblement National. Pour qui votez-vous ? Ah mais moi j'ai aucun problème, je fais barrage évidemment à la France Insoumise. Et cette alliance de la gauche aujourd'hui, elle est le Gérard Larcher scandale n'a pas dit ça qui hier. menace la France. On en discutera évidemment. Gérard le jour Larcher venu. a dit je vais à la pêche. Pour l'instant, Pascal, le vrai sujet, c'est de soutenir nos candidats au premier tour. Et ils sont, je n'ai pas peur de le dire, à tous les électeurs qui nous écoutent, le meilleur rempart contre la France Insoumise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a dans beaucoup de circonscriptions en France la possibilité de gagner face à des candidats macronistes pour sortir la France de cette majorité qui aujourd'hui est en train de la mettre dans le mur, et face à l'extrême gauche. Et des candidats, je crois qu'on est plus fort au premier tour quand on est capable de faire valoir notre ligne avec clarté, avec constance, avec fidélité. Aujourd'hui, notre défi, c'est de réussir à faire en sorte d'éviter que la France ne tombe dans les mains de cette alliance d'extrême gauche. Mais Quand j'entends que le nouveau parti anticapitaliste, qui s'est réjoui du 7 octobre, qui a publié un communiqué de félicitations à l'égard de la résistance, c'est-à-dire du Hamas, est aujourd'hui membre de cette alliance infâme entre les gauches. Le vrai antisémitisme, il est là. Et la gauche morale, qui vient nous faire des leçons de front républicain, qui depuis des années nous explique qu'il est nécessaire de défendre les valeurs de la République et qui est en train de se disloquer dans cette espèce d'horrible compromission avec le pire pour l'avenir du pays, cette gauche-là, elle est disqualifiée à jamais pour donner des leçons, à jamais. Ça ne m'empêche pas de défendre mes convictions. Moi, je suis de droite, je l'assume. Je me suis engagé en politique pour reconstruire une droite qui soit fidèle à ses valeurs, qui soit fidèle à ses combats et à ses principes. Mais au deuxième tour, j'aurais défendu les candidats de ma famille politique. Au deuxième tour, s'ils ne sont pas représentés et que je dois choisir, il est évident que je ferai tout. Je l'ai dit, je l'ai écrit dès le premier jour. Je ferai tout pour empêcher que la France insoumise n'arrive au pouvoir dans ce pays. c'est-à-dire que vous voteriez pour un candidat du Rassemblement National Bien sûr. face à un candidat De la du France Front insoumise, Populaire. évidemment, du Front Populaire. Quand on entend qu'Olivier Faure nous dit qu'il n'exclut pas que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Qu'est-ce qui se passe ? On a, à l'élection européenne, je l'ai vécu, j'étais au combat tous les jours, on a eu un candidat, M. Glucksmann, qui venait en disant « Nous retrouvons notre clarté, notre dignité, nous ne sommes pas du côté de cette extrême gauche qui pactise avec l'antisémitisme ». Le lendemain, Pascal Praud, le lendemain, le PS est en train d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon pourrait devenir Premier ministre. Mais c'est ce qui se passe, c'est monstrueux. Et ça, c'est le vrai danger pour la France. Le vrai danger pour la France, c'est l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Mathias, bonjour. Mathias, vous nous appelez d'où ? Bonjour, je vous appelle de Vendée. Vendée. Vous êtes quelle profession faites-vous ? Je suis commercial, mais je vous ai déjà eu, Pascal. Rappelez-vous, le foot, c'est un sport de débile. Rappelez-vous. Je suis d'accord avec vous, mais il m'arrive parfois, vous savez... Je vous ai eu dans une ancienne radio. Je vous ai eu sur une ancienne radio. Je ne vous avais pas appelé encore sur... je suis d'accord avec vous, mais si en plus vous m'avez eu dans une ancienne radio, qu'on est le 9 juin et que je dois me souvenir forcément de tous les auditeurs, parfois, pardonnez-moi, il m'arrive d'en oublier quelques-uns. C'est pas grave. Bon, vous êtes salarié comme commercial ? Oui, je suis commercial. Oui, je suis salarié. Le son n'est pas extraordinaire, malheureusement, mais... Non, je vais reprendre Mathias une seconde, Pascal. Oui, vous allez reprendre Mathias, c'est dommage. Vous m'entendez mieux, là ? Bah ouais, je vous entends mieux. Bon, est-ce que vous avez peut-être vous êtes un électeur de quel camp ? Alors, donc moi j'ai 49 ans. Moi j'ai toujours voté LR. Jusqu'en 2012 où j'ai voté évidemment pour Nicolas Sarkozy, et là ils m'ont perdu parce qu'en fait en 2007 j'ai voté pour Sarkozy avec un espoir de fou en fait, et c'est l'année où il avait d'ailleurs bien siphonné. Jamais j'aurais voté Front National à l'époque, et en 2012 parce que j'aurais pas voté pour Jean-Marie Le Pen, il sera aujourd'hui là, je voterai pas pour lui, et quand en effet le bilan de Nicolas Sarkozy, j'ai quand même voté pour lui en 2012 puisqu'évidemment j'allais pas voter à gauche, mais ils m'ont perdu en 2012, donc depuis je vote au Rassemblement National. Voilà, parce que alors Déjà, je viens d'entendre Monsieur Bellamy. Je suis un peu. Il est remonté dans mon estime. Alors, même si, évidemment, je vous interromps, Mathias, mais faites court parce que la liaison est pas terrible. Donc, je vous propose 1 minute simplement pour poser une question parce que c'est pas très agréable à l'écoute. Posez votre question.
je veux lui demander pourquoi, comment ça se fait que les LR sont aussi têtus à ne pas vouloir une association sans vendre leur âme, en restant à leur place, et plutôt que de les critiquer et de dire depuis des années Marine Le Pen, elle a toujours dit ni de gauche ni de droite, et que vous n'êtes pas d'accord avec son programme économique, mais allez l'aider plutôt que on a compris la question et on va essayer de sécuriser la ligne. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que dit évidemment Mathias, c'est que j'ai l'impression qu'il est tellement représentatif de ce que j'entends, non pas des chefs à plumes, mais de ce que j'entends du terrain depuis 48 heures. Tous les témoignages qui arrivent dans ce studio, tous ces électeurs disent peu ou prou la même chose que Mathias. Mais moi, j'entends de tout, Pascal. J'entends Mathias et j'entends des électeurs qui pensent comme lui. Mathias, ça fait longtemps qu'il vote pour le Rassemblement national parce qu'il a été déçu par la droite quand elle était au pouvoir. Moi, j'étais pas au pouvoir. Je suis pas là pour distribuer les mauvais points. C'est pas mon but. Mon but, c'est de reconstruire. Et ma conviction profonde, je me suis engagé pour ça, Pascal. Oui, je vais pas abandonner mon pas combat. à la vraie question. Mais si, je réponds à d'être Mathias. en décalage avec vos sympathisants Mais et non, militants. j'entends aussi des électeurs qui me disent tous les jours, on a besoin de reconstruire une droite qui soit claire. Pardon, mais je vais pas prendre des leçons de cohérence, Pascal, de la part de gens qui ont passé leur temps à se contredire sur tous les sujets. Des sympathisants, Marine Le Pen, oui, d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Mais moi, Mon seul je sujet, veux- c'est les Mais sympathisants. les sympathisants, Mon je vous le seul redis, sujet, d'ailleurs, c'est Pascal, votre électorat. Le CNews, reste, après, chacun pense un ce qu'il média que veut. vous connaissez bien, CNews a fait Oui. faire un sondage pour savoir ce que les Ça sympathisants serait 50%. pensaient. Non, les électeurs qui ont voté pour moi, pour ma liste, il y a quelques jours, ils sont moins de 30% à vouloir de cette alliance. Ils sont 70% à vouloir qu'on reste clair. Donc, j'entends des gens qui pensent, dans ce chaos qu'on est en train de vivre, j'entends des gens qui pensent un peu tout et son contraire. Et je comprends que les gens soient perdus. Et honnêtement, j'espère qu'on va sortir très vite de cette confusion, parce que je comprendrai surtout les Français d'être écœurés. Moi, j'ai passé ma campagne des élections européennes à dire, je suis là pour reconstruire la droite. Je suis là pour reconstruire cette famille politique qui est en train de gagner partout en Europe. C'est pas comme si elle avait disparu du spectre politique dans toutes les grandes démocraties. C'est elle qui gagne. Mais elle est Madame unie. Le Pen en Mais elle Europe, est unie. ça représente Pardonne- rien du tout. Mais pardonnez-moi, ce que vous dites est très intéressant. Giorgia Meloni, elle a fait l'union des droites. Elle a fait l'union des droites. Cette stratégie, elle est payante en Italie. Mais regardez en Italie, comment ça se passe pour que tout le monde comprenne bien. Oui. En Elle s'est Italie, adaptée. c'est une coalition. Ça veut Oui. dire qu'après les élections législatives, vous avez des partis qui, Bah, pas aux constatant européennes. si, après les Oui. élections, aux européennes, moi, mes collègues de Forza Italia, qui sont en coalition avec Giorgia Meloni, ils ont été aux élections sous leur couleur. Parce que c'est ça la condition de la clarté. Ils n'ont pas fait un accord électoral qui plus est sorti de derrière les fagots, sans qu'on sache quel est le programme, quel est Enfin, le il y a projet. une union des droites en Italie, Non, vous dites comme après vous les voulez. élections, il y a une coalition qui se construit. Et moi, je vais vous dire, Pascal, j'ai pas de tabou. Au Parlement européen, tous les jours, je travaille avec des députés du groupe de C'est-à-dire Mme que Meloni. vous pourriez. tous les jours. Alors, si, par exemple, que les choses soient claires, si demain le Rassemblement national gagne les élections législatives et vient vers vous et vous dit, Monsieur Bellamy, on vous souhaiterait que vous soyez ministre de l'Éducation nationale. Non, mais moi, je suis pas candidat à des postes ministériels. Et Mais- si j'avais choisi le confort, Non, mais, Monsieur je ouais, veux mais dire, là, vous ne Pascal voulez pas Pro- répondre. Vous dites après, là, c'est après les Mais je élections. vous réponds très simplement, Pascal. Est-ce que si le RN gagne et fait une politique d'ouverture et vient vers vous et vous propose d'être ministre de l'Éducation nationale, un domaine que vous connaissez très bien, est-ce que vous dites oui ou non? Ma question est simple. Mais ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une élection législative. Les députés LR qui seront élus demain à l'Assemblée nationale, ils voteront dans l'intérêt de la France. Ils Non, mais choisiront vous ce répondez qui est pas à bon ma pour le question. pays. C'est Mais ça qui est terrible. Mais Si, ce que je veux dire par là, c'est que... aussi un des problèmes pour les auditeurs parce que. Mais c'est parfaitement clair. Mais Le non, problème pour les ma auditeurs, je veux question, dire, ma question vous elle est savez- simple. Les hommes politiques, moi, j'ai du mal souvent à faire des interviews politiques pour ça, et on me reproche parfois d'interrompre les uns et les autres, parce que t'as jamais de réponse claire. Vous pouvez dire oui ou non à ma question. Si Madame Le Pen gagne, est-ce que vous acceptez d'être ministre de l'Éducation Madame Le Pen, nationale? elle fera un gouvernement avec sa majorité. Moi, je suis pas candidat pour rentrer au gouvernement. Donc c'est non. Mais non, d'ailleurs, la vérité, C'est c'est oui que... ou c'est non? Mais non, mais le RN aujourd'hui, s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, il fera un gouvernement RN. Mais la réponse Mais est ça non. s'appelle l'ouverture. Quand Nicolas Sarkozy, il a été président de la République, il est allé chercher des personnalités qui étaient pas forcément de son camp. Et bien là, de la même manière, on imagine bien que Madame ça- Le Pen, et elle ça- aurait intérêt. mais ça- et ça mais vous ça, ennuie Pascal, au fond. Mais non, ça, Pascal, Oui. ça donne l'amertume de Mathias, qui se dit
que quand il a voté pour Nicolas Sarkozy, il n'a pas eu exactement ce qu'il attendait. Quand vous m'avez dit l'union des droites, c'est avant les élections, vous en voulez pas après non plus. En fait, vous la voulez jamais. Parce que Giorgia Meloni, vous m'avez dit après les élections. Oui, mais s'il y a une coalition qui se construit, c'est pas du tout la même chose que de se fondre dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Mathias... pas aujourd'hui, là, je vous posais au 7 juillet. Qu'est-ce qui fait que Mathias est écœuré? Qu'est-ce qui fait que les Français sont écœurés? Mathias, je lui donne la parole. Qu'est-ce qui fait que vous êtes écœuré, Mathias? C'est qu'ils ont l'impression que les gens courent derrière des postes et des places. C'est pas Monsieur Bellamy, Monsieur Bellamy, on vous a pas demandé de fusionner ou de ne pas garder votre identité. En effet, en Italie, les groupes restent les mêmes et il y a une association. On vous dit pas d'aller au RN. Je me doute bien que si vous ne votez pas RN et que si vous n'avez pas une carte RN et que vous êtes aux Républicains, c'est parce que les idées ne sont pas les mêmes. Mais vous avez quand même, comme dit Pascal, des grosses passerelles. Et je pense que l'intérêt de la France aujourd'hui, vu la merde dans laquelle on est, excusez-moi, nécessite que la droite revienne. Les Français le veulent, la majorité de vos électeurs le souhaitent, et alors, heureusement, je vous ai entendu parler tout à l'heure, au moins, Pascal vous demande, vous allez voter LFI ou vous votez RN. Au moins, vous n'allez pas dire comme ce matin, monsieur Darmanin, déjà qui n'a même pas le respect d'appeler ça le Rassemblement National et non le Front National, parce que ce n'est plus le Front National. Moi, jamais j'aurais voté pour le Front National. Ok. Mathias, on va marquer une pause. On va marquer une pause, il est 12h27, mais c'est vrai que c'est intéressant, et puis je remercie François-Xavier Bellamy de se plier. Alors, bien sûr, ce n'est qu'un électeur, ça serait bien d'ailleurs d'en avoir un autre. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un électeur républicain qui a voté pour Monsieur Bellamy et qui dise pas d'alliance. On va avoir. Voilà. Monsieur, on va avoir, monsieur. Parce que, qu'est-ce que vous insinuez là? Faudrait peut-être se mettre au travail. Oh là là, monsieur, ça va pas ou quoi? Monsieur Boubouk. Mais Pascal, c'est d'une efficacité hors norme. Qu'est-ce que vous dites? Olivier Guénec. Alors Olivier Guénec, vous avez un professeur de philosophie avec vous. Voilà. Alors Olivier Guénec. C'est vrai que là on est un peu loin de la philosophie. Olivier Guénec est un spécialiste de Platon. Ah, c'est vrai. Oui. Mais on va parler de Platon. Alors. On va parler de Platon, monsieur. Bien sûr. On aimerait bien se réfugier dans le monde des idées en ce moment. Le problème, c'est qu'il dit la caserne de Platon. Il dit pas la caverne, il dit la caserne de Platon. Bon, c'est ça, mais après, il peut avoir... je pense que je peux apprendre des choses à Monsieur Bellamy. Bien sûr. Je viens prendre un cours avec plaisir. Mais vous savez, en fait, Monsieur Guénec, c'est une philosophie, sur le terrain, appliquée. Voilà. C'est un homme qui fait de la philosophie sans s'en rendre compte. Et c'est ça que j'aime chez lui. C'est un cours de philosophie. Et puis, on n'avait pas salué tout à l'heure Monsieur Carassou-Maillan. Il est là, finalement, Monsieur Carassou-Maillan. Avec des électeurs ou des sympathisants, voire des militants des Républicains. Il y en a un qui souhaitait l'union des droites. Et je crois que nous sommes avec Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour Monsieur Pascal Pro. Lynn, vous habitez Paris? Oui, à côté, j'habite à Neuilly. Ah, donc vous êtes effectivement une militante ex-RPR, peut-être UMP, aujourd'hui républicain? Ah oui, depuis longtemps. Oui, vous savez, j'ai fait les campagnes de Jacques Chirac, de Sarkozy. Je suis pas toute jeune, mais je suis une vieille militante de droite. Donc vous avez votre carte, par exemple, aux Républicains aujourd'hui? Oui. Donc vous avez voté pour Monsieur Bellamy? Bien sûr. Ouais, merci beaucoup. Quelle est votre position sur est-ce que vous avez apprécié Éric Ciotti et cette alliance possible avec le Rassemblement National? Pas du tout. Mais pas du tout. Ça démontre, et regardez déjà dans les commentaires sur les journaux sur Nice Matin, on sait très bien que, d'ailleurs, c'est un opportuniste et que ce qu'il a fait est complètement... Nous avons suivi, vous savez, Monsieur Pro, d'ailleurs, c'est ce que je poserai comme question à François-Xavier Bellamy. Quand Monsieur Ciotti a été élu président des LR, il y avait beaucoup de personnes, même dans les cadres, qui n'étaient pas d'accord. Pourquoi n'a-t-on pas, à ce moment-là, cessé de parler la langue de bois? Il y avait beaucoup qui ne voulaient pas que Ciotti soit à la tête des LR. On sait très bien que c'est un opportuniste. Monsieur Bellamy... il a été élu, par exemple, vous, aux primaires, vous aviez voté pour Xavier Bertrand, peut-être? Aux primaires, ah oui, mais j'ai jamais voté pour Monsieur Pas aux primaires, d'ailleurs. Est-ce que vous avez voté pour l'élection du parti? À l'élection du président du parti. Je n'ai pas voté pour Éric Ciotti, je me suis abstenue. Ah bon? Voilà. Pourquoi vous êtes abstenu? Il n'y avait personne qui correspondait à vos vœux? Ah si, j'ai dû voter pour quelqu'un qui correspondait à mes vœux, excusez-moi. Mais je n'ai pas voté pour Ciotti. Et c'était qui? Ce que je voudrais... Non mais c'est logique parce qu'effectivement, il y a plusieurs tendances au LR. Ciotti était le plus à droite.
Et c'est quand même la ligne la plus à droite qui a gagné. Bon, Non, c'était pas le plus. C'est pas une question de plus ou moins à droite. Bah, ça se moi je traduit- il soutenais est plus à Bruno droite. Retailleau. Il est pas moins à droite, simplement. Il n'est pas moins à droite, mais par exemple Xavier Bertrand est moins à droite qu'Éric Ciotti. On peut en tout cas perçu comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le défi pour nous, c'est de retrouver la clarté nécessaire. Bon, je suis d'accord. Voilà. Mais la question de Ça, c'est Lynn, ça, Lynn, c'est pourquoi ça la question. est-ce que vous voteriez pour le Rassemblement national? Non, Jamais. non. Donc c'est-à-dire qu'entre dans un deuxième tour, alors à Neuilly, il y a peu de chances peut-être que ça se passe, mais entre un candidat du Rassemblement national et un candidat Front populaire, vous vous abstenez. Oui. Pourquoi? Pour l'instant, c'est dans ma tête. Oui, parce que si vous voulez, c'est dans mon éthique, la République, je suis de droite et je considère que on ne peut pas faire d'alliance avec le RN, notamment sur le plan économique. Vous n'allez pas me dire que Ciotti, qui a toujours défendu la retraite à 65 ans et même plus, va accepter de faire une retraite à 60 ans comme le veut le RN. Voilà, donc je comprends pas. Je vais vous dire, Monsieur Pro, vous savez, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, mais là, Éric Ciotti, il est encore avec ses vieux démons. Vous savez, du temps, c'était le copinage avant, et on faisait passer. Bon, au-delà les d'Éric copains Ciotti, moi, avant ce qui et pas m'intéressait, les c'est compétences. le fond. Est-ce que vous avez une question à poser à Monsieur Bellamy, Lynn? Alors, Monsieur Bellamy, je voudrais vous poser une question. C'est au sujet des européennes. Je ne comprends pas, sur la liste des européennes, pourquoi vous avez laissé faire. Est-ce que vous ne pouviez pas, ou est-ce que vous étiez encore sous influence et vous dire je peux pas? Est-ce qu'il y avait du Sarkozy comme influence? Pourquoi vous avez laissé mettre Laurent Castillo en 5e place, qui est un ami de Monsieur Ciotti, médecin à Nice, et vous avez viré Geoffroy Didier? Ça, je ne comprends Bon, pas. là, on Vous rentre avez vraiment dans travaillé la avec lui. popole. Non, Je ne sais mais pas si ça passionne non, Monsieur Pro. tout le monde, Non, le Monsieur 5e Pro. de liste des Républicains. Mais je vous remercie néanmoins d'avoir posé la question, Lynn. Est-ce que pourquoi vous avez fait ça? Bon, d'abord, c'est pas le choix du candidat, c'est le choix de la commission d'investiture qui a été fait. C'est voilà, en effet, on rentre dans la popole. Voilà. Mais en effet, c'était normal qu'il y ait une part aussi de renouvellement dans cette liste. Et Laurent Castillo, qui est médecin à Nice, il représente aussi le monde de la santé. Maintenant, il est député européen. On va travailler ensemble dans les années qui viendront. Moi, ce qui m'intéresse dans la question sur les européennes, c'est que aujourd'hui, je le redis, la famille politique à laquelle j'appartiens, elle traverse de grandes difficultés en France. Mais en Europe, elle vient de gagner l'élection européenne. Et comme je l'avais promis aux Français pendant toute cette campagne, c'est nous qui allons pouvoir faire entendre leur voix demain au sein des institutions européennes, pour toutes les batailles qu'on a à mener aujourd'hui. Moi, je suis évidemment concentré pour aider à relever cette famille politique en France, mais je suis aussi au travail à Bruxelles. J'y étais hier, j'y retourne aujourd'hui. Tous les jours, je vais travailler pour défendre les Français dans les institutions européennes. Et ça se passe chez nous. Et donc, moi, je dis à tous les électeurs de droite, il n'y a aucune raison de déserter, il n'y a aucune raison d'abandonner vos convictions, il n'y a aucune raison de vous laisser expliquer qu'il faudrait vous dissoudre. On relèvera ce pays si on est capable de retrouver la clarté, la constance. Je me suis engagé pour ça. Non, mais je me suis engagé aussi j'entends pour bien, ça dans mais cette élection aujourd'hui, européenne. l'électeur de droite, et c'est la difficulté évidemment des Républicains, il entend ce que vous dites et peut-être partage-t-il beaucoup de choses, mais il se dit il y a un danger. Le danger, c'est le Front populaire. Et vous je pouvez suis être, totalement d'accord avec vous vous. pouvez être victime d'une sorte de vote utile où tout d'un coup les Républicains disparaissent. Mais en fait, on a plus de chance. C'est pour ça que j'en veux à ceux qui organisent aujourd'hui cette espèce d'accord improbable qui en fait n'en est pas un. Il y a plus de chances d'éviter le Front populaire. Et même on a plus de chances de sortir de la majorité macroniste si justement on assume de défendre nos convictions au premier tour, partout, avec nos candidats. Si on assume d'avoir un maximum de force pour s'opposer au Front populaire et pour sortir de la politique d'Emmanuel Macron. Et en réalité, ce qui est en train de se passer sert à la fin qui Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Les deux bénéficiaires Non mais c'est possible, de ce chaos c'est possible, sont mais Emmanuel on peut Macron vous retourner et Jean-Luc aussi Mélenchon. l'argument. Vous avez vu Emmanuel Macron qui faisait sa conférence de presse hier, le grand sourire avec lequel il a parlé de cette espèce d'accord. bien sûr. Parce qu'en brouillant toutes les cartes, Mais en fait, on peut, c'est son message qui gagne à la je suis fin. d'accord avec et vous. son message, c'est quoi? Mais on C'est peut de vous dire retourner. soit le RN, soit moi. Ben, c'est pas vrai. On peut vous retourner l'argument, c'est que si vous aviez imaginé. Alors, je pense qu'Éric Ciotti aurait pu faire les choses d'une manière différente. Ah ben ça, je vous l'accorde quand même. Mais sur le fond, on peut vous retourner l'argument de dire que s'il y avait la possibilité d'une union des droites, avec évidemment un accord et une négociation sur des thèmes aussi importants, vous l'avez raison de le rappeler, que sur l'économie, sur les retraites, etc., trouver un
ce qu'on appelle une négociation. C'est le programme commun de la droite, comme il y a eu un programme commun de la gauche. On pourrait vous retourner cet argument que si ça existait, vous seriez plus fort aujourd'hui. C'est un argument qui est audible, je pense. Mais d'abord, je ne crois pas que ce soit en abdiquant ses convictions qu'on se renforce. La deuxième chose, c'est que, en l'occurrence, ce que vous décrivez n'a rien à voir avec ce qui est en train de se produire. Non, mais c'est pour ça que je vous dis... Mais si je peux vous raconter et raconter aux auditeurs les coulisses de la discussion, allez-y. Ça s'est passé que lundi, on a parlé de ces élections législatives entre nous, avec Éric Ciotti. On s'est dit, comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Et il a toujours été question qu'on présente nos candidats, qu'on y aille sous nos couleurs. C'est ce que disait Éric Ciotti. Et j'apprends maintenant qu'en fait, au moment où il nous disait ça, il était en train de négocier le contraire avec Madame Le Pen. Je vais vous dire une chose très simple. Moi, je crois qu'en politique, il y a quelque chose qui compte et qui s'appelle l'honneur, qui s'appelle la droiture, qui s'appelle la clarté. Et que rien de bon ne peut se faire sur le principe même de la trahison quand elle est intéressée. Parce que vous me demandiez tout à l'heure comment ça se passe pour aller au gouvernement. Je ne crois pas que ce soit ce qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est comment ils vont pouvoir affronter la fin du mois, comment ils vont pouvoir éviter l'insécurité, comment on va pouvoir reconstruire nos frontières, comment on va pouvoir faire baisser les factures d'électricité. Et à la fin, ils ont l'impression que les politiques, la seule chose qui compte pour eux, c'est de trouver leur place, leur poste, de trouver l'occasion la plus facile de rentrer dans un ministère. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas comme ça que je vois la politique. Et si je me suis engagé, c'est pour faire exactement le contraire. Qu'est-ce que nous faisons à 11h43 d'ailleurs? Je sais pas mes lunettes, le 3 et le 9. C'est flou un peu. C'est comme le Z et le U, tu sais, on a du mal à voir son lunette. Nous continuons avec François-Xavier Bellamy. Monsieur Bellamy a gagné un 4e quart d'heure. Et oui, c'est cadeau. C'est formidable. Non, mais on est comme ça incroyable. Ici. Ah oui, non mais vous savez, peu de gens on parle de Platon pendant le dernier quart d'heure. Avec grand plaisir. Peu de gens, oui, moi j'ai une théorie, Pascal. Je pense que François-Xavier veut rester pour parler avec moi. Enfin, je pense. Non, mais moi, je regrette, je vais vous dire, je regrette qu'on ne parle pas assez littérature, philosophie, musique classique, etc. Parce que je suis convaincu que les gens, au fond, aimeraient ça. Mais venez aux soirées de la philo, Pascal, je vous invite. Tous les lundis soirs au théâtre Édouard VII, j'ai la grande joie de pouvoir présenter les soirées de la philo, de faire c'est un cycle de conférences. Et lundi soir, la question c'est, faut-il trouver sa place? Voilà. Alors, c'est à Paris. Vous pouvez suivre en ligne d'ailleurs. Alors, j'adore cette question parce que souvent, j'ai dit aux uns et aux autres, et notamment à mes enfants, l'important c'est d'être à sa place. Et chacun a l'intime conviction, ou doit l'avoir, quelle est sa place. Et c'est pas forcément facile. Et ça se trouve avec le temps. J'ai vu parfois, effectivement, des journalistes changer de place et vouloir être homme politique. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée parce qu'ils peuvent être en décalage. C'est très important d'être à sa place. Vous avez raison. Donc c'est lundi. C'est lundi. Je suis d'accord. Voilà. Vous vous sentez à votre place, vous, Pascal? Je crois, oui. Oui, vraiment, parce que s'il y a des choses que tu fais où tu n'es pas fait pour Exactement. Vous savez ce que dit Épictète? C'est une magnifique phrase d'Épictète. Il dit si tu joues un autre rôle que le tien, non seulement tu le joues mal, mais en plus tu manques celui que tu aurais pu remplir. Mais c'est génial. Ouais. C'est pas mal. C'est magnifique. C'est dans le manuel d'Épictète. Moi, ce que vous faites, je ne pourrais pas le faire. Je suis pas un homme politique. Rassembler des gens, gouverner des gens, gouverner un pays, ça demande des qualités particulières. Vouloir gouverner un pays. Après, la politique, c'est un peu différent parce que mais tout le vouloir monde peut être chef, ça demande des qualités. Voilà. Oui, mais c'est pas un métier la politique, justement. Tout le monde ne sait pas conduire des hommes, mener des hommes. Ça demande un ressort intime. Moi, je connais quelques personnes politiques. Il faut une énergie, une intelligence, une combativité qui sont peu communes. Donc forcément, et il y a quelques imposteurs, bien sûr, mais ils réussissent pas. Vous parlez de Fabrice? Non. Faut rester à sa place. Oui. Toujours rester à sa place. Il y a des frontières invisibles entre les êtres. Oui, on connaît. Allez, les 45. Il faut trouver sa place. Des frontières invisibles. Oui, allez. 11h45. À tout de suite. On parle philosophie et on était en train d'égrener nos sujets de bac de l'époque. Le bonheur est-il une affaire privée? C'est magnifique comme sujet. C'est le sujet que vous aviez eu. C'était mon sujet. Bon, et qu'avez-vous répondu à cela? Alors, je serais bien incapable de vous refaire ma dissertation, mais qu'en pensez-vous aujourd'hui? Le bonheur est-il une affaire privée? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul alors que le monde tombe? Je crois que c'est Raymond Aron qui avait dit après Auschwitz, on ne peut plus être heureux.
Moi, je ne crois pas que le bonheur soit purement une affaire privée. C'est pour ça que je me suis engagé en politique aussi. Je pense que le but, c'est de servir le bien commun et de faire en sorte qu'on puisse autrement, on essayer un drôle de loulou, quoi. Ce monde et ce pays un peu plus heureux qu'ils ne le sont. Il y a un film que j'ai vu cet hiver où on voit une famille allemande qui vit à côté d'un camp de concentration. Bon, bah, cette famille, est-ce qu'elle peut être heureuse alors qu'à 10 mètres d'elle vit ou meurt plus exactement les Juifs en l'espèce. Patrick Vignal est avec nous, vous le connaissez, c'est un ancien député Renaissance. Je dis ancien désormais, puisque vous repartez au combat sans doute, monsieur Vignal. Écoutez Pascal, j'espère que le bonheur des Français va nous permettre peut-être de continuer l'aventure. D'abord bonjour à monsieur Bellamy. Bonjour. Qui a fait une très très belle campagne, propre, intègre et efficace, je voulais vous le dire. Merci infiniment. Mais vous voyez, j'ai l'impression que des gens comme vous, moi je vous connais tous les deux, vous pourriez évidemment travailler ensemble. Il y en a un qui est à Renaissance, l'autre qui est Républicain. On peut être adversaire politique et se respecter, c'est surtout ça. Mais j'ai dit travailler ensemble. Je pense qu'il y a en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez tomber d'accord. J'ai ce sentiment. Ouais, si vous me permettez, en fait, on s'est retrouvé avec 3 blocs. C'est-à-dire, on a un bloc, une droite dure que refuse M. Bellamy, et c'est bien. On a une droite, une partie d'extrême gauche, excusez-moi, d'extrême gauche compliquée, et un centre Renaissance, quelques républicains, Horizon moderne. Et aujourd'hui, c'est très dur de cohabiter avec ces trois pôles. Voilà, ça c'est le premier débat. Non, mais moi je suis, pardonnez-moi monsieur Vignal, mais moi je suis absolument en désaccord avec cette interprétation. Ah, allez-y. Moi j'ai jamais cru à ce que proposait Emmanuel Macron, parce que j'ai jamais cru au en même temps. Je pense que la politique, c'est pas du en même temps. C'est comme la vie. On parlait de philo, voilà, la vie, c'est ce que disait Kierkegaard. C'est le titre d'un de ses livres. C'est ou bien. Voilà, il faut choisir. Et moi, je crois que ce qui structure le clivage démocratique, et j'aime le pluralisme, j'aime le désaccord démocratique. Je crois que c'est important parce que c'est la condition de la liberté. C'est ce qui fait qu'à la fin, les gens peuvent choisir. Moi, j'ai toujours cru que le pluralisme démocratique, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans tous les pays européens autour de nous. Le vrai pluralisme, il s'exprime dans le clivage entre la gauche et la droite. Je ne crois pas à cette idée qu'il y a un bloc central et puis partout autour des extrêmes. Je ne pense pas que les gens qui sont en désaccord avec le gouvernement actuel, j'en fais partie, sont forcément des extrémistes. C'est pas vrai. Je pense que le vrai sujet, c'est de retrouver cette clarté du débat démocratique qui n'empêche pas de se respecter, mais qui veut dire qu'à la fin, on a des visions différentes et divergentes pour l'avenir du pays. Moi, attendez, c'est pas le problème de respect. Moi, ça fait 3 mandats que je suis élu. Tous mes copains, ils sont républicains. Je peux vous dire que, par exemple, les républicains chez moi, ils sont en train de se dire peut-être qu'on va accompagner Patrick Vignal parce qu'il fait le job. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que justement, cette société a évolué. Le premier parti de France, c'est le parti de l'abstention. Si vous regardez autour de vous, les gens disent c'est votre monde, c'est pas le nôtre. On ne vous croit plus. On a ce débat. Mais à cause de cette confusion. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pardon. Je suis pas certain, François. Je suis pas certain que ce soit François Zabiessa. Regardez le spectacle, y compris dans mon mouvement. J'ai pas de problème avec ça parce qu'à le procès, je suis un homme libre, loyal mais libre. Mais quand je vois ce qui se passe au RN, ce qui se passe à Reconquête, ce qui se passe avec Ciotti, on voit bien que les Français sont perdus et nous les perdons. Moi, ce que je trouvais très intéressant, et on le fait à l'échelle régionale, c'est qu'effectivement, qu'on ait un socle de valeurs communes. Moi, je pense que vous êtes un vrai républicain. Je pense qu'aujourd'hui, on a à la fois un RN très très dur, très très haut, mais comme on a une bande d'insoumis qui sont des braillards, ça nous pose nous-mêmes l'interrogation de se dire si au second tour on a un insoumis et un Rassemblement national, on ira faire aquaponer ou on va pencher vers le Rassemblement national. Mais moi, je suis clair. Le problème du Rassemblement national, on l'a mal géré dans cette campagne Nous Renaissance, à force de taper sur les gens. Quand vous avez des ministres qui disent je dis aux électeurs qu'ils ont été nuls parce qu'ils ont voté pour un maire Rassemblement national, ils insultent les électeurs. Et donc moi je sais qu'il y a à la fois Patrick, j'entends, mais je vous coupe parce qu'on devine à demi-mot ce que vous souhaitez dire. Vous vous représentez évidemment dans votre département, dans votre circonscription? Moi, dimanche soir, je suis au 3e mandat, je me suis posé la question, 3 heures, j'ai réuni mes équipes et je leur ai dit, écoutez, on va faire autre chose, parce que ça me fatigue. Bon, et alors, finalement matin, j'y repars, bon, j'ai très envie, parce que c'est une drogue. Parce que voilà. Mais, et puis si ça marche pas, Pascal, c'est pas grave. Circonscription de Montpellier, c'est bien ça? Très très dur, la 9e circonscription, c'est 50% RN. Et là, j'ai
Peut-être ça permettra à monsieur François Bellamy. J'ai un si autiste. C'est un petit jeune qui s'appelle Alonche Pierre-Charles, qui est parisien et qui se parachute dans ma circonscription. Donc s'il est si autiste, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'aura pas de Rassemblement national en face de lui. Voilà, c'est l'accord Ciotti. C'est l'accord Ciotti. Bon, ok, merci beaucoup, Patrick Vignal. Ça sera, à mon avis, une circonscription test, très certainement, qui sera regardée de près, puisque des ciotistes, comme on dit, il n'y en a pas forcément beaucoup dans toutes les circonscriptions. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour les Français, le défi, c'est de réussir à sortir le pays de la crise. Et la crise, il faut bien regarder en face la réalité du bilan de cette majorité. Dans cette circonscription, il y aura donc un candidat Éric Ciotti, il y aura sans doute un candidat par définition républicain, et il y aura un candidat Rassemblement national. Ça va être intéressant. 3 candidats, peut-être avec des idées assez proches. Il est 11h57. Je vais remercier cette fois-ci François-Xavier Bellamy. Quand est-ce qu'on pourrait parler philo pendant une demi-heure avec les auditeurs? Ah bah je viens avec joie. C'est vrai, on peut faire ça ou pour pas? Pour réviser le bac? Ce serait un bonheur. Ça nous permettrait de respirer un peu après tout ça. Non mais moi je suis demandeur. Mais vraiment, si vous venez, on parle que philo avec François-Xavier Bellamy. Vraiment avec joie. Et on peut faire ça, on a le droit de faire ça la semaine prochaine ou pas? Si on parle que de philosophie. Ah bah oui, que de philosophie. Mais vous changez le format de l'émission toutes les semaines. C'est le 18 juin, l'épreuve du bac. Le format de l'émission, c'est quand l'épreuve du bac? Le 18 juin, mardi 18 juin, l'épreuve du bac. C'est quand? C'est mardi prochain? Bah oui, déjà. Vendredi, c'est le français et mardi, c'est la philo. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi, 13. Eh bien, est-ce qu'on peut inviter le 18 juin pour que monsieur Bellamy réponde en direct au sujet. On fera les sujets ensemble, Pascal. Bah ouais, ça, je trouve que c'est bien. C'est toujours très beau, les sujets du bac. J'adore les sujets du bac. Moi, je me souviens de mon sujet de bac en 1982. Vous vous rendez compte? C'était lequel? L'engagement politique est-il compatible avec la réflexion philosophique? C'est incroyable, j'avais choisi ça. Et vous avez eu combien? Quelle note? Non, mais c'est l'histoire de ma vie. J'ai eu 12. C'est l'histoire de ma vie. J'ai 12. Voilà, c'est ma vie. Je suis un type qui a 12. 12 millions sur le compte. Non, mais je me souviens de mes notes, bien sûr. Mais j'étais un peu vexé parce que t'aurais aimé avoir 14, 15. Voilà, et puis, mais 12, c'est pas mal déjà, honnêtement. Oui, c'est pas mal. Si, en philo aussi. Non, c'est pas top. Non, mais t'es un petit peu. Vous êtes dur. Non, mais 12, c'est pas 13. Vous voyez, c'est juste. Ah bah oui, t'as toujours faire mieux, ça c'est sûr. C'est pas 13, c'est pas 13. T'es un peu vexé, un petit peu vexé. Voilà. Bon, donc, non, mais sérieusement, le 18 juin, c'est possible ou pas? Moi, je parle pas au hasard, hein. Est-ce que c'est possible de vous avoir? Alors, regardez, entre 11h et midi. Si vous m'invitez. Moi, je vous invite pour parler philo. Plus la veille pour la révision, les révisions, non? Plus lundi pour les révisions. Non, parce qu'on aura les sujets. Ah oui, on aura les sujets, exact. Ok, d'accord. On regardera les sujets avec joie. C'est possible, vous êtes. Je vous dis ça. Eh ben oui, je vous dis ça, ça veut dire.